Bonjour à tous, en tout cas à ceux qui sont déjà connectés donc, sur ce premier webinaire organisé donc, par le comité régional du tourisme Occitanie. Ce premier webinaire sera une longue série qui nous amènera donc, jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, on engage plus particulièrement aujourd'hui un cycle avec un webinaire sur qu'on appelle les têtes chercheuses. Bonjour à tous, en tout cas à ceux qui sont déjà connectés donc, sur ce premier webinaire organisé donc, par le comité régional du tourisme Occitanie. Ce premier webinaire sera une longue série qui nous amènera donc, jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, on engage plus particulièrement aujourd'hui un cycle avec un webinaire sur qu'on appelle les têtes chercheuses du CRT. Pourquoi les têtes chercheuses? Puisqu'on s'appuie sur le réseau des universités avec lequel on a mené un travail depuis plus d'un an maintenant à l'échelle de l'Occitanie, et notamment qui avait donné lieu aux premières rencontres des universités en février. Donc je me présente tout d'abord, Christophe Boutmary, donc directeur du pôle partenariat et performance collective au comité régional du tourisme Occitanie, sur le site de Toulouse. Donc comme je vous le disais, ce webinaire est organisé en partenariat avec les universités, CNRS, Université Jean Jaurès et d'autres. Je salue évidemment d'abord nos invités et intervenants que je vais présenter. D'abord Pierre Torrente, enseignant, donc directeur du campus des métiers et des qualifications du tourisme pyrénéen, responsable du site de Foix, dans l'Ariège, à l'ISTIA, l'Institut supérieur de tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui dépend de l'université Jean Jaurès. Responsable également donc, du pôle de valorisation tourisme, alimentation et développement durable en tant que membre associé du CERTOP, et qui a également eu des missions, chef de mission de coopération décentralisée dans un certain nombre de pays, cofondateur du cluster transition des territoires de montagne et également membre de nombreuses commissions sur la croissance verte, entre autres, et la transition écologique. Et saluer aussi donc Mohamed Berian, qui est professeur émérite de l'université Mohamed V à Rabat, ex-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat et ex-co-directeur du laboratoire mixte international Méditerre. Alors, il a collaboré avec le Plan Bleu comme expert du tourisme pour la rive sud de la Méditerranée, actuellement membre résident à vie de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, au collège Études, Stratégie et Développement économique, membre également de plusieurs conseils scientifiques d'organismes de recherche et de revues. Il a également organisé plusieurs colloques et conférences internationales, dont celle sur le développement territorial et la transition touristique dans un climat qui change, en 2016 dans le cadre de la COP 2022. Donc, comme je le disais, un cycle de conférences qui a pour objectif, bien sûr, de nous faire prendre un petit peu de recul par rapport à cette crise du Covid-19, mais dont on perçoit d'ores et déjà qu'elle est bien plus qu'une crise pour le tourisme, avec des enjeux de mutation profonde qui avaient pour certaines situations déjà commencé autour des changements climatiques, du surtourisme, des enjeux de la place des habitants également, et nos intervenants reviendront là-dessus plus en détail. Et l'ensemble de ces éléments vont nous permettre de partager avec vous, bien sûr, des enjeux, mais aussi des pistes peut-être de travail à mener dans les mois à venir pour engager de façon collective et co-construire ensemble des nouvelles stratégies pour un tourisme qui va devoir s'adapter à la société qui est devant nous. Avant de passer la parole à Pierre Torrente, en premier, juste vous dire que vous pouvez poser des questions dans l'espace qui se trouve en bas, Q et R, donc questions-réponses, et que nous transmettrons ensuite, après les deux interventions successives, à nos intervenants pour permettre d'échanger avec vous. Et on procédera certainement aussi pendant
partie-là à la mise en place d'un petit sondage. Voilà, je passe la parole à Pierre Torrent, de vous remercier d'être très nombreux derrière vos écrans et de participer donc à ce premier web séminaire. Et je passe immédiatement la parole à Pierre Torrent. Oui, bonjour à tous. Donc, je lance mon PowerPoint. Donc, bonjour à tous. Et tout d'abord, merci au Comité régional du tourisme Occitanie pour avoir organisé ces webinaires parce qu'effectivement, je pense que dans cette période, on se pose un certain nombre de questions sur l'activité touristique, pas seulement, mais sur l'activité touristique. Et ce que je vais vous proposer là sur les 10 minutes d'intervention, c'est effectivement une prise de recul parce que notre travail en tant qu'universitaire, c'est pas de répondre avec des solutions immédiates d'ailleurs que peut-être on n'est pas nombreux à avoir ou personne n'en a d'ailleurs, mais surtout ce que je vais essayer, c'est de vous montrer qu'au-delà des crises, qu'elle soit la crise climatique ou qu'elle soit la crise du Covid à l'heure actuelle, il ne faut pas se tromper quand on va essayer de réfléchir au tourisme de demain. Il y a sans doute des mécanismes beaucoup plus structurels à mettre en évidence et c'est certainement dans les réponses à ces mécanismes structurels qu'on va, je pense, pouvoir répondre à la fois à la crise climatique et répondre à la crise du Covid. Alors, rapidement, ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est, et je vais aller droit au but, c'est qu'il semblerait que l'activité touristique dans le cadre d'une approche territoriale de développement puisse s'inscrire dans un cycle. Alors, l'intérêt d'un cycle, évidemment, c'est que, d'une part, on peut savoir où on en est dans le cycle et savoir comment agir. Deuxièmement, dans un cycle, on peut a priori s'en servir comme outil d'anticipation. Et troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que si le cycle génère un certain nombre de résultats qui ne sont pas convenables, bien sûr, on est capable d'arrêter le cycle, mais je pense qu'il n'est pas souhaitable d'arrêter l'activité touristique. Mais sans doute, on est peut-être capable d'intervenir sur le cycle, d'en modifier le mécanisme pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Donc, la première diapositive que vous avez en face de vous sur l'écran, en fait, je n'ai pas le temps de la développer dans les 10 minutes, mais tout simplement, c'est la structuration même qui m'a permis d'aboutir au cycle, à savoir qu'une activité touristique que je considère comme un déplacement de son lieu habituel vers son lieu qui ne l'est pas de son lieu quotidien. Et on voit la force du déplacement aujourd'hui avec cette pandémie, avec tous les transports aériens et transports d'une manière générale qui sont arrêtés. On voit bien comment ça paralyse l'activité touristique. Ce déplacement, il s'organise. Pardon Pierre, excuse-moi de t'interrompre. Les participants là ne voient pas la diapositive. Alors, je le relance puisque moi, tout était en ordre et ça se voyait. Vous allez me dire si vous le voyez. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Non, toujours pas. Alors, attendez, il faut qu'il charge. Donc, pour les participants, je rappelle qu'on a répété 2 ou 3 fois, ça a fonctionné. Est-ce que là, vous le voyez? Oui, c'est toujours comme ça. Pas d'inquiétude, Pierre, ça. Moi, tout fonctionne comme tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai sur mes écrans ce que je dois voir pour que vous puissiez le voir. Non, on ne voit rien. On ne l'a pas en direct là. Alors, je recommence. Donc, juste. Alors attendez, je vais. Pendant que Pierre fait les réglages des diapositives, je rappelle juste que donc le titre de cette conférence, c'est Transition touristique des territoires, avec notamment donc, les enjeux que Pierre a évoqués sur la question, bien sûr, de la prise en compte et de la mutation. Ça y est, c'est bon. Voilà. Juste ajuster, Pierre, peut-être la partie, puisque là, on a également… Oui, il faut que… Voilà, ça va se faire. Voilà, vous allez avoir… Normalement, donc j'ai relancé exactement pareil. Donc je vais, hop, ça doit aller pour tout le monde.
Voilà, là, il nous faudrait la diapositive en plein cadre, puisqu'on a sur le côté le détail des diapositives. Si tu peux juste l'ajuster. Oui, alors c'est quand même Voilà, merci. moi, je peux Bon. juste... Ah. C'est bon, Pierre. On a tout là. Vous avez tout. Oui, je pense que je vais pas voir d'où ça vient, parce que nous sommes nombreux. Donc là, on le voit bien, hein, Pierre. Hein. Voilà, c'est bien. Donc, je reprends Alors, non, là Pierre, où j'en étais. Donc, je dis… Pierre, pardon, excuse-moi, tu as remis en oui. petit détail technique, mais tu as remis la diapositive suivante. Le précédent format était plus adapté là. Je peux… Alors, oui, mais le problème, c'est que si je ne peux plus y toucher, sinon à chaque fois, je l'enlève et c'est là que tu me dis que ça marche. Voilà, là, c'est parfait. OK, bon, je laisse comme ça. Très bien, si vous le voyez bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, c'est que j'ai mis en évidence un cycle, et là, cette diapositive que vous voyez, donc, c'est la structuration de mon cycle qui repose à partir d'une activité touristique, facteur de développement, qui est un déplacement qui s'organise autour de ces 4 fondements, donc le temps libre, c'est-à-dire le temps qui n'est pas travaillé, les moyens financiers, c'est-à-dire la capacité que les uns et les autres, lorsque nous sommes des touristes, nous avons comme moyen pour mobiliser, pour pouvoir consommer une activité touristique. Donc, attention, nos moyens financiers, c'est pas simplement avoir des sommes d'argent conséquentes. L'autostop, c'est une façon de mobiliser des moyens financiers. Aller dormir chez des amis ou dans la famille, c'est une façon de mobiliser des moyens financiers. Blablacar, aujourd'hui, par exemple. La liberté de se déplacer, c'est un élément essentiel. N'oubliez pas les enjeux politiques, les enjeux sanitaires, je ne vais pas m'éterniser, je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en œuvre un certain nombre de conditions pour faciliter la liberté de se déplacer sur les territoires. Et peut-être que dans le débat, on y reviendra. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre, si vous me permettez, les robinets, mais la liberté de se déplacer, c'est qu'un touriste, si on veut qu'il soit un acteur du développement du territoire, doit pouvoir être libre de se déplacer d'un point à un autre, là où le tourisme est organisé. Et enfin, le dernier fondement qui est peut-être le plus important, c'est la liberté pour les populations locales d'accueillir, c'est-à-dire la capacité d'un territoire pour offrir à ses habitants de vivre et de travailler dans l'activité touristique, de faire. Dans un certain nombre de pays et des pays en développement, quand on n'arrive pas à satisfaire ce fondement, ça se traduit malheureusement par moments de la mendicité, par de la prostitution, voire de la délinquance. Et, chez nous, c'est peut-être aussi une source d'inspiration pour nous, si on n'a pas garanti cette liberté d'accueillir, sur le mauvais accueil que l'on peut rencontrer dans les territoires et que l'on retrouve par moments dans les études qui sont conduites. Ensuite, à partir de là, j'ai regardé dans l'histoire du tourisme comment s'organiser, autour de quoi s'organiser une activité touristique. Et j'ai mis très vite en évidence 5 principes qui structurent tout déplacement touristique. On a à la fois le climat, la durée du séjour, la fidélisation des clients, la présence de commerce et de services et la place de l'activité touristique. Et ce petit schéma que vous avez en face, il montre que chaque fois que le touriste le climat au départ et à l'origine, que j'ai daté au moment de l'hivernage des Anglais, on a un risque climatique faible, on avait une durée de séjour très importante, une fidélisation qui était également importante, on revenait toujours et on construisait des quartiers anglais, des villes d'hiver, etc., les quartiers d'hivernage. On a une présence de commerce et de services, surtout de services, où peu de touristes généraient en proportion beaucoup de services et une activité touristique qui était une activité complémentaire. Et on voit bien qu'avec la démocratisation du tourisme dont on doit se féliciter, et je voyais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, des articles qui circulent en disant est-ce que le Covid va venir à bout du tourisme de masse? On y reviendra peut-être dans le débat, mais j'espère surtout pas. Parce que le tourisme doit être fait par le plus grand nombre, mais l'arrivée des congés payés chez nous en France et dans les autres pays industrialisés a inversé le comportement des 5 principes. Tout d'un coup, le risque
climatique est devenu très élevé. On partait l'été pour bronzer à la plage, on partait l'hiver pour faire du ski, mais bronzer à la neige. La durée du séjour a complètement chuté. La fidélisation de l'offre, notamment la multiplication de l'offre, est devenue de plus en plus fragile. Et surtout, on a eu un effet, et c'est toute l'importance et c'est là que le tourisme de masse pose un certain nombre de problèmes, beaucoup de proportions générées de services et ont été venus perturber la qualité de ces services qui ont souvent obligé à baisser les prix. Et comme on baissait les prix, on augmentait la fréquentation. Et comme on augmentait la fréquentation, on baissait en qualité. Et ce cercle vicieux s'est installé et c'est certainement le principal problème du tourisme sur lequel il faut travailler. Et la place de l'activité touristique est passée petit à petit d'une activité complémentaire à une activité principale. Donc, ça me permet de mettre en évidence dans la diapositive, eh bien, toute destination touristique se structure à partir d'une élite au sens minorité, au sens simplement financier. L'élite peut être sportive, peut être culturelle, peut être intellectuelle, peut être moment financière, si je prends Saint-Tropez par exemple. Et une destination se crée avec une élite qui généralement attire le plus grand nombre, ce que j'ai appelé la masse, et qui généralement fait fuir l'élite vers une autre destination. Et en deux phases qui se met en place. Et la grande difficulté, c'est que très souvent, beaucoup de destinations n'arrivent pas à renouveler le cycle. Et lorsque la masse fait fuir l'élite, eh bien, on se retrouve avec un tourisme qui perd sa valeur et qui est obligé de compenser par de la fréquentation. Donc là, on peut avoir en tête tous les grands sites à forte notoriété en France. Et là, on a des marges de progrès. Donc, c'est ce cercle et ce cycle un petit peu vicieux sur lequel je suis posé des questions pour le scénario de demain et dans lequel la question climatique et la question de la crise sanitaire prend sa place. C'est que je me suis dit comment arrêter ce cycle et c'est comme ça que j'ai mis en évidence le scénario 2 que vous voyez dans la diapositive, j'ai appelé la transition touristique. Il me semble que demain, et ça sera ma conclusion pour mon intervention dans les temps, c'est demain, on doit imaginer un troisième cycle, une troisième phase dans le cycle touristique où au lieu de faire en sorte que l'élite crée la destination, la masse la rejoint et fait fuir l'élite, que l'on arrive à imaginer sur les territoires une cohabitation en des lieux différents sans doute, une organisation des flux pour qu'il y ait une élite qui génère de la valeur ajoutée et cette élite devra être certainement ce que l'on va appeler aujourd'hui les nouvelles formes de tourisme, le tourisme solidaire, le tourisme équitable, ou plus largement ce qu'on pourrait appeler le tourisme durable, et la masse devra continuer à exister parce que je suis partisan de ceux qui disent qu'on doit offrir au plus grand nombre l'accès aux vacances. Et je trouve, c'est pas parce que c'est le CRT qui nous invite, mais j'ai commenté sur les réseaux sociaux l'initiative de la présidente de région du chèque tourisme est certainement un élément essentiel pour pouvoir permettre à la fois aux professionnels de sortir de la crise, mais surtout pour permettre au plus grand nombre continuer à accéder aux vacances. Et donc, il me semble qu'il faut faire cohabiter sur un même site élite et masse. Et ça permettra de faire la transition, sans doute avec l'intervention de Mohamed. Il me semble que notamment sur la partie littorale, mais on pourrait parler de la même chose sur la montagne, les arrière-pays, demain, seront peut-être les destinations qui accueilleront les élites. Et ces élites devront être celles qui vont montrer le chemin du tourisme durable. Le grand défi de la transition du tourisme, c'est cette cohabitation sur un même territoire des élites et de masse. Et le grand défi, c'est de trouver la solution que le tourisme de masse demain devienne le plus durable possible. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est de dire que si on veut penser tourisme durable sur un territoire, ce n'est pas en excluant la masse, ce n'est pas en proposant uniquement des formes de tourisme solidaire, de tourisme équitable que l'on s'en sortira, c'est de faire en sorte que l'on ait ces formes nouvelles de tourisme, mais qu'à côté, on trouve les solutions que le plus grand nombre de touristes s'inscrivent aussi, et donc le tourisme de masse s'inscrivent dans un développement durable. En d'autres textes, le littoral, par exemple, le Languedoc-Roussillon,
c'est sur ce littoral-là qu'il va falloir trouver les solutions pour rendre ce tourisme plus durable, et c'est sur les arrière-pays de ce littoral que l'on va pouvoir imaginer des solutions de type solidaire ou équitable, par exemple. Donc voilà, peut-être à l'intérieur de la construction de ce cycle et avec la mise en évidence d'une troisième phase, on peut, je pense, trouver un certain nombre de réponses appropriées à chaque territoire pour à la fois relever le défi climatique et à la fois, peut-être même à court terme, aider les professionnels du tourisme à sortir du mauvais pas dans lequel ils sont à leur insu en ce moment. Voilà. Merci Pierre pour cette intervention. Alors juste, ça va servir de transition avant que je passe la parole à Mohamed Berian, mais au niveau technique, on a pas mal de remarques sur le fait que le son de Pierre Torrent était plutôt haché. Si on peut arriver à trouver une solution pour la partie débat, faudra voir, je ne sais pas Pierre, oui, d'où ça peut venir, mais des fois quand on bouge ou qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en interaction, ça peut jouer. Donc juste petite parenthèse. Merci donc pour ces propos introductifs donc par rapport à la question à la fois des territoires, de l'acceptabilité qu'ils peuvent faire du nombre de touristes, parce que je pense que ça pourra venir ça dans le cadre du débat. Tous les territoires ne sont pas égaux par rapport à la masse touristique. Et il y a la question aussi de la concentration sur un certain nombre de territoires, alors que d'autres potentiellement peuvent en accueillir plus. Mais ça, je propose qu'on rentre un peu plus dans le débat tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole à Mohamed Berian pour la question de la disparité justement territoriale dans une destination touristique et notamment les enjeux de transition. Merci beaucoup à Christophe et à Pierre pour cette transition qui facilite un petit peu mon entrée en la matière. Mais je voudrais tout d'abord remercier Pierre de m'avoir invité à me joindre à ce webinaire occitan. Webinaire qui se justifie justement par cette pause forcée qu'il faut mettre à profit pour la réflexion. Et donc, en m'inscrivant dans ce que Pierre vient de présenter sur le plan théorique, je voudrais m'attacher à des aspects plutôt territoriaux et surtout avec une vision vue du sud de la Méditerranée. Concernant les disparités territoriales, sur la rive sud de la Méditerranée, il est admis en effet que les apports du tourisme ont un fort impact économique, notamment dans ces destinations du sud, en contribuant fortement au PIB, à l'emploi, aux exportations, aux investissements, etc. Tout ça est connu. Mais en même temps, sur quoi il faut insister, c'est que ces retombées positives sont contrebalancées souvent par la contribution de ce même tourisme aux déséquilibres territoriaux qu'il accuse. Déjà, au niveau de la Méditerranée dans sa globalité, il y a des équilibres existants entre le nord et le sud. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je souhaiterais plutôt m'arrêter ici sur ces déséquilibres dans les pays de la rive sud. Donc, je vous propose une sorte de point de vue du sud. En effet, sur cette rive, il ne faut pas s'arrêter seulement sur la contribution du tourisme aux économies nationales de façon globale, mais il faut aller plus loin et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau local, au niveau régional et au niveau territorial, puisque cette croissance générée par les activités touristiques profite davantage et va profiter davantage aux destinations qui sont basées sur le modèle du tout balnéaire. Ce tout balnéaire qui a été certes privilégié dès la fin des années 60 par les politiques publiques, qu'elles soient sur la rive nord ou la rive sud, mais ces politiques publiques, justement, étaient, mises en place pour répondre à ce que recherchait le tourisme de masse à l'époque, qu'on a appelé par la suite tourisme fordiste. Donc, ce tourisme qui s'est développé depuis la fin des années 60 autour de la Méditerranée participe de façon remarquable aux déséquilibres territoriaux, puisque dans les régions qui reçoivent l'essentiel de la demande touristique et qui sont les littoraux,
Ces régions vont recevoir l'essentiel des retombées économiques, mais aussi une concentration des infrastructures, mais aussi attractivité de la main-d'œuvre et des capitaux, mais aussi la prédominance d'une image touristique qui réduit le pays de destination à quelques clichés redondants autour d'une ou deux destinations phares. Le reste du pays restant dans l'ombre. Je n'ai pas besoin de donner ici des exemples, et tout le monde sait que lorsqu'on parle de tel ou tel pays, on pense automatiquement à la ou les 2 ou 3 régions les plus médiatisées par le tourisme international. Donc, ce tourisme, c'est quelque chose d'incontestable, a participé de façon remarquable et participe encore aux déséquilibres territoriaux et aux disparités régionales dont souffrent ces pays. Et de plus en plus, on a tendance, et je pense que sur la rive nord, c'est le cas de un certain temps, d'opposer un littoral saturé à un intérieur vide. Les exemples sont nombreux où l'espace touristique se traduit par une dichotomie récurrente entre le tourisme et le culturel et le balnéaire, le littoral et l'arrière-pays, le tourisme sédentaire et le tourisme mobile, etc. Et il se trouve que la Méditerranée et ses arrière-pays, en fait, sont les arrière-pays immédiats du littoral méditerranéen sont souvent des montagnes. Et donc, nous allons avoir une sorte de paradoxe que souvent, le littoral surpeuplé durant les saisons touristiques a besoin de son arrière-pays, quelquefois pour prolonger la durée de séjour ou pour s'approvisionner. Mais dans la plupart des cas, ces deux composantes, littoral d'un côté et arrière-pays de l'autre, se tournent le dos et sont donc peu connectés. Ou du moins, il n'y a pas de projet territorial qui imagine un produit touristique intégré reliant les deux composantes à une seule destination. Et là, je vous montre un schéma qui est très connu, qui présente un peu comment fonctionnaient les relations entre le versant méditerranéen, entre l'arrière-pays montagneux et le littoral, autrefois, avec beaucoup de relations entre ce littoral et l'arrière-pays, et puis comment aujourd'hui, suite à un certain nombre de transformations, il y a une coupure assez nette entre ce littoral où tout se concentre et peu de relations entre le littoral et l'arrière-pays montagneux, alors que l'essentiel des relations sont maintenant des relations le long du littoral. Mais on trouve aussi, je peux aussi montrer un exemple concernant par exemple une région au Maroc où vous voyez un littoral quasi saturé par le tourisme balnéaire, un autre qui est en train d'être saturé, et puis un arrière-pays, c'est la montagne du Rif, qui est très riche, qui a aussi une certaine demande touristique, mais moindre que le littoral, et surtout aucune connexion entre l'intérieur et ce littoral. Je continue donc. Il y a là un problème territorial, et ce problème-là pose un certain nombre de questions, et c'est un modèle qui pose problème au niveau du fonctionnement des territoires. Il faut donc passer à autre chose. Et c'est là où je passe à mon deuxième point, la nécessité d'un rééquilibrage du tourisme littoral par les arrière-pays. Et là, je vais m'arrêter sur un cas, celui du Maroc. Pardon. Voilà. Le schéma de fonctionnement spatial du tourisme au Maroc correspond exactement à ce modèle que je viens de présenter, qui est le modèle opposition littorale intérieure. Ici,
il y a une petite exception. L'opposition n'est pas seulement entre le littoral et l'intérieur, mais il y a une destination à l'intérieur qui est la ville de Marrakech qui aussi présente une concentration très forte. Mais cette exception n'enlève rien au problème. Vous voyez bien que l'essentiel de la demande, ici ce sont les nuitées de 2018, l'essentiel de la demande se concentre sur la partie littorale, alors que le reste du pays est pratiquement vide, ce qui ne veut pas dire que dans l'intérieur du pays, il n'y a rien à voir. Il y a énormément de richesses sur le plan culturel, mais la demande est essentiellement concentrée sur ce littoral. Mais cet intérieur ou ces arrière-pays qui sont marginalisés par la demande touristique selon le modèle en cours actuellement, disposent d'atouts pour développer un autre tourisme plutôt culturel, socialement inclusif et qui intègre les préoccupations environnementales. Ces arrière-pays, ce qui est extraordinaire, c'est que ces arrière-pays réagissent de façon remarquable aux mutations de la demande internationale. Et là, il va falloir s'arrêter un tout petit peu sur les mutations de cette demande internationale, encore une fois, vu des destinations du Sud, mais je suis sûr que vous retrouvez les mêmes choses et les mêmes observations au Nord. Cette demande aujourd'hui ne répond plus dans sa majorité à l'offre de la période précédente qu'on a appelée la période fordiste. Je rappelle qu'à l'époque, cette demande, l'offre d'abord s'est construite par les tour opérateurs qui contrôlaient le tourisme qui venait vers ces destinations du Sud, qui contrôlaient donc le tourisme et qui avaient façonné une offre qui correspond exactement à leurs besoins en marketing. Et c'était ça le moteur du tourisme. Donc un produit standardisé, stéréotypé, qui s'articule essentiellement autour du tropisme balnéaire. Aujourd'hui, c'est la demande qui oriente l'offre. Il y a des changements dans les consommations des touristes. Quels sont brièvement ces changements? La demande touristique en Europe, pays du Sud, accorde encore une importance au tourisme balnéaire, c'est clair, mais on assiste de plus en plus au développement d'un nouveau marché touristique lié à de nouveaux comportements vacanciers. Je passe ça en vrac et rapidement. Besoin d'évasion et de découverte, montée de la conscience écologique et culturaliste, appropriation par le débat public du concept du développement durable, la non-standardisation et la flexibilité des produits. On tient compte de plus en plus de la demande que de l'offre dans le choix des destinations et des produits. Il y a de plus en plus d'autonomie des touristes dans l'usage, avec l'usage, grâce à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, les touristes privilégient la qualité de l'offre et sa conformité aux critères socio-environnementaux du tourisme durable. Développement d'une demande pour un tourisme plus individuel, plus respectueux de l'environnement, etc. Rôle de plus en plus grand des nouvelles technologies de la communication qui tendent à affranchir le touriste de l'intermédiation des firmes touristiques. Bref, nous avons un nouveau tourisme qui est en train de passer au niveau de la demande du tourisme de masse au tourisme individuel, du tourisme sédentaire au tourisme mobile et du tourisme balnéaire au tourisme des arrière-pays. Et du coup, les options qui continuent à orienter les investissements aujourd'hui dans les destinations du Sud vers le littoral doivent être repensées. Et c'est l'un des aspects de la transition touristique dont a parlé Pierre. De ce fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces arrière-pays marginalisés et oubliés, on voit apparaître de nouveaux acteurs qui sont mieux adaptés à cette nouvelle demande individuelle, avec des petites structures d'hébergement alternatives et familiales, mieux dispersées dans les intérieurs, et l'offre devient sur mesure avec même des tours opérateurs spécialisés, des plateformes de réservation chez l'habitant comme Airbnb, etc. Donc, réactivité des acteurs pour répondre à cette demande. Plus d'autres facteurs qui sont liés internes, qui sont liés au Maroc, je n'ai pas le temps de développer. Et donc, nous sommes en train d'évoluer petit à petit, mais ce qui est extraordinaire, c'est presque de façon informelle, vers un tourisme territorial plutôt qu'un tourisme sectoriel basé sur le balnéaire. On assiste donc à l'émergence d'une demande
plus ou moins spontanée qui souvent précède l'offre et investit les intérieurs de ces pays tout en s'affranchissant dans un premier temps des canaux classiques de commercialisation. Le tout va aboutir à une mobilisation de ressources spécifiques à un territoire, comme les paysages, les sites patrimoniaux, les espaces naturels auxquels on va associer des ambiances, des pratiques culturelles, etc. Et donc, on va voir émerger une destination marquée par de forts liens à son territoire. Ce processus vient bouleverser la carte officielle du tourisme que je vous ai montrée. Rappelez-vous la carte, la dernière carte que je vous ai montrée sur la répartition des nuitées sur l'espace national et qui sont concentrées sur le littoral. Aujourd'hui, avec toutes ces petites initiatives, voilà ce qui est en train de se développer. Ce sont toutes ces petites structures d'hébergement type auberge, maison d'hôtes, camping, etc., qui sont en train de se développer, mais vous voyez bien que c'est plutôt à l'intérieur. Et ce développement est en train de contrebalancer un petit peu la concentration qu'on a vue au début sur le littoral. Donc, donc les initiatives sont multiples et vont faire, si vous voulez, évoluer le tourisme vers un tourisme plutôt territorial et durable puisqu'il est lié au territoire et à ses spécificités, comme je l'ai dit. Mais pour cela, les initiatives doivent continuer à avoir leur origine chez les acteurs locaux qui proposent des offres touristiques localisées et débouchent sur des constructions par le bas et de manière spontanée de nouvelles territorialités. Et en plus, la gouvernance de ces destinations devrait faire appel à des organisations territorialisées mobilisant différents types d'acteurs, parmi lesquels on retrouve aussi des acteurs publics ou des acteurs privés ou associatifs. Et le tout devrait reposer sur des projets construits par le bas et évolutifs. Et donc, si parler de transition touristique signifie le passage d'un modèle à un autre, je vous ai montré celui qui fonctionne de façon majoritaire aujourd'hui et ce qui est en train de s'esquisser petit à petit. Cela ne veut pas dire que le nouveau modèle ambitionne d'éliminer le tourisme classique ou le tourisme de masse qui a fonctionné jusqu'à maintenant, mais justement le modèle vers lequel on devrait tendre doit ambitionner de faire cohabiter les deux formes, un tourisme de masse qui continuera à enrichir ou à entretenir les concentrations décrites en première partie, et le nouveau tourisme territorial qui rééquilibre quelque peu les retombées sur les arrière-pays. Donc, la grandie ensemble. Ce qui manque, du moins de notre côté, c'est la volonté politique pour justement créer ou générer et appuyer ces processus. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que la pause que le Covid-19 nous a imposée soit une opportunité à saisir pour réviser et revisiter ce modèle du tourisme dominant. Et merci. Merci, merci Mohamed. Donc juste pour les deux intervenants au niveau du son, essayez de rester techniquement devant votre ordinateur parce que par moment il y a des petites coupures. Avant de passer donc à des questions, donc je rappelle que vous pouvez les poser et certaines arrivent là déjà sur l'espace qui se trouve en bas à droite QR et qu'on va faire partager là avec les deux intervenants. Pour relancer un petit peu le débat par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, en gros, une transition quasiment d'aménagement du territoire autour du tourisme. Vous avez évoqué plusieurs choses. La question de la masse, la question du rôle des acteurs publics justement dans cette transition et comment ils accompagnent à la mutation, parce que, pour me faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'on a des territoires qui malgré tout vont rester ou ont été en tout cas sur le tourisme de masse et d'autres un peu moins. Donc il y a une question de rééquilibrage peut-être et ça sera un des enjeux
qu'on partagera là dans le cadre du débat, notamment sur la question des transports, évidemment, puisque des territoires sont plus faciles d'accès que d'autres. Deuxième élément peut-être, et vous l'avez esquissé aussi tous les deux, c'est le rôle des habitants dans cette mutation. Quel rôle peuvent-ils avoir? Et troisième élément, on a aussi la question derrière ça on va dire, de la façon dont le tourisme va évoluer. Et Pierre, tu l'as évoqué sur le fait qu'il est important quand même que le maximum de gens puissent partir en vacances. Il y a une question de la distanciation vis-à-vis de leur lieu de résidence, évidemment. Et de l'autre côté, il y a la question de l'offre qui peut en être faite, puisqu'évidemment, le kaléidoscope de l'offre touristique peut largement évoluer suivant les goûts des touristes. Donc peut-être pour lancer le débat, Pierre, rebondir sur quelques questions qui sont déjà arrivées. Oui. Et pendant le débat, on lancera un ou deux sondages par rapport notamment au rôle des habitants, ce qu'on évoquait, et à la place aussi du développement durable dans son acceptation globale. Je demande d'être assez court sur les réponses pour qu'on puisse répondre au maximum de personnes. Donc Pierre, peut-être dans un premier temps. Oui, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai changé ma connexion. Dites-moi si c'est bien. C'est bon. C'est bon? Bon. Donc, pour essayer de répondre, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Christophe, et ce que l'on a dit dans nos interventions, et je le vois dans des questions, la question de la masse, déjà première remarque, je pense que l'erreur à ne pas commettre aujourd'hui, surtout en période de crise, c'est de ne pas regarder qui est le méchant loup et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que le tourisme de masse n'est pas en faute, n'est pas fautif, ni les touristes, ni les acteurs qui ont mis ça en œuvre. C'est toute une industrie du tourisme à une époque qui a été pensée comme ça, et on pourrait y passer des heures à le développer. Donc, on n'est pas là pour focaliser un certain nombre d'acteurs ou de décisions qui ont été prises, premièrement. Deuxièmement, il y a un enjeu et un choix politique qui devra être fait au plus haut niveau, mais aussi par les territoires, de savoir effectivement ce qu'ils veulent faire avec leur tourisme. Si on considère que pour des raisons environnementales, des raisons sociales, voire des raisons économiques, il faut se passer de la masse, ça veut dire que politiquement, on assume le fait que le tourisme n'est plus accessible à tout le monde. Voilà, ce n'est pas mon choix, et je pense que c'est pour ça que je suis allé vers une troisième phase, parce que je considère qu'il faut offrir au plus grand nombre la possibilité d'accéder aux vacances. Juste, donc ça c'est un point important, donc il y aura des décisions politiques à prendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'abriter derrière de la technique ou derrière des réponses de court terme à des crises, parce que surtout quand on veut penser du développement durable, le développement durable, si on n'y prend pas garde, est extrêmement exclusif. Voilà, préserver l'environnement, permettre aux populations et aux territoires de gagner sa vie avec le tourisme, ça veut dire que ça deviendra des produits chers, pas pour tout le monde, etc. C'est extrêmement exclusif socialement. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et rapidement, deuxième élément de réponse, et qui va permettre de commencer à répondre à certaines questions. On le voit avec le Covid, ce qui se passe, et avec la crise climatique. Tout le monde parle du tourisme de proximité, il faut réduire les transports, etc. Bon, ça, c'est bonne idée, à une seule condition, c'est qu'on soit capable d'imaginer que l'activité touristique et la pratique du tourisme pour chaque citoyen qui le pratique ne doit plus jouer le même rôle de marqueur social. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis souvent quand j'interviens ici et là, dis-moi quelles sont tes vacances et je te dirai qui tu es socialement. Voilà. Et ça, il va falloir que l'on travaille collectivement à ce que le tourisme joue un autre rôle dans la société, de telle manière que quand je suis toulousain, le fait de dire que je vais en vacances dans les Hautes-Pyrénées, ça doit avoir une valeur sociale et sociétale, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand je suis toulousain, c'était à une époque d'aller sur la rive sud au Maroc, et puis après, c'était d'aller aux Maldives, et puis c'est d'aller dans les îles, etc., etc. Voilà. Et donc là, il faut qu'on repense la place sociale et sociétale du tourisme que l'on propose. Voilà. Donc, déjà, premier élément de réponse, c'est pour laisser Mohamed répondre. Et après, je vois un certain nombre de questions. On me demande de redéfinir l'élite, etc. Je le ferai tout à l'heure. J'essaierai de répondre à toutes les questions.
Peut-être Mohamed, juste, Je peux. il y a une question notamment hein, qui vous est adressée directement sur quels sont les types de compétences pour les territoires et arrière-pays les plus adaptés pour développer un tourisme durable et s'adapter aux crises. Peut-être là-dessus, justement, il y a des éléments un peu complémentaires par rapport à ce que dit Pierre. Tu veux dire la question relative à la gouvernance, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Oui. Ben, écoutez, la question est fondamentale parce que quand on la confronte à ce qui se passe en ce moment dans certaines destinations des arrière-pays qui commencent à s'imposer de façon remarquable, mais qui ont énormément de problèmes de fonctionnement, c'est que ces initiatives sont essentiellement des initiatives dues aux acteurs locaux. Bon, quelquefois, il y a des acteurs étrangers, même au pays, mais qui fonctionnent selon les mêmes logiques que les acteurs locaux. Donc, c'est du local. Mais il y a une multiplicité d'acteurs tels que là où il y a problème, c'est le manque de chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'au niveau de la gouvernance, on n'arrive pas encore à réunir autour de la même table tous ceux qui sont concernés par ce tourisme. Pas seulement les petits hébergeurs des maisons d'hôtes et des auberges, mais aussi les hôteliers, parce qu'il y a aussi des hôtels, mais aussi les élus locaux, mais aussi les guides, etc., pour essayer de construire un concept. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce tourisme et comment est-ce qu'on veut le gérer. Et donc, se pose la question de la gouvernance. Parce que nous avons une activité, du moins au Maroc et dans les autres pays du Sud, qui relève, dès qu'on est en milieu rural, elle relève de plusieurs acteurs. Elle ne relève pas que du ministère du Tourisme. Un hôtel 5 étoiles à Marrakech, on sait comment ça fonctionne et on sait qui est le tuteur, et qui est l'administration de tutelle pour sa gouvernance. En milieu rural, vous allez avoir le ministère du Tourisme, mais vous allez avoir aussi le ministère du Développement rural. Vous allez aussi avoir les eaux et forêts dans les régions où il y a de l'écotourisme, avec des parcs et des aires protégées. Et tous ce sont déjà trois intervenants de taille qui n'arrivent pas à saisir le fait que c'est quelque chose qui doit être géré par tout le monde et pas que chacun défend ce dont il a la charge. Le ministère du Tourisme va dire, moi, tout ce qui est tourisme, ça relève de mes compétences. Le ministère du Développement rural n'a rien à voir là-dedans. Les eaux et forêts vont dire, moi, tout ce qui se passe à l'intérieur du parc relève de mes compétences, les autres n'ont rien à voir avec. Alors, si vous ajoutez à cela tous les différents enjeux et intérêts des hébergeurs, etc., il y a un problème de gouvernance. C'est pour cela que je dis tous les ingrédients sont là, mais pour qu'on ait un vrai projet de territoire qui émane de la base, mais il y a encore du travail au niveau de la gouvernance de ces futurs territoires de projet. Ça, c'est une question. Ouais. Il y avait une question. Oui, je peux continuer? Oui, bien sûr. Ouais. La deuxième question, enfin, il y a quelque chose que j'ai vu passer où c'est Pierre qui en a parlé, le tourisme de masse, etc. Il me semble, ça je l'ai dit, je crois que j'étais clair, que ce nouveau modèle vers lequel on devrait progresser, il est hors de question que ce modèle dise tout ce qui relève du tourisme de masse n'est pas bon. Le tourisme de masse est là, on ne peut pas s'en passer, il est là. Il faut juste savoir gérer le reste et ne pas rester dépendant uniquement de ce tourisme de masse. Si j'avais le temps, je vous aurais démontré comment, lorsqu'il y a des crises, le premier qui est atteint, c'est le tourisme de masse littoral, pas le tourisme de l'intérieur des ruraux. Les gens continuent à visiter même avec les crises. Bon, je ne parle pas de la crise actuelle, parce que la crise actuelle, tout est arrêté.
mais je parle des crises passées. Dernière chose, la proximité. Aujourd'hui, l'activité au Maroc est arrêtée complètement. Et tout le monde réfléchit à la relance. Et vous savez sur quel élément on compte pour cette relance? C'est le tourisme intérieur, c'est le tourisme domestique, c'est le tourisme des nationaux, justement parce qu'on sait que l'autre tourisme ne va pas arriver rapidement. Malheureusement, et c'est là un peu le problème, c'est que ce tourisme de proximité n'est toujours utilisé comme une composante de substitution. Et c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire, lorsque l'autre tourisme répond absent, on va faire appel au tourisme de substitution qui est le tourisme intérieur. Mais on ne va jamais concevoir des aménagements ou des équipements pour ce tourisme. Parce que tous ces aménagements de ce tourisme de masse, ils ont été aménagés pour répondre à des besoins précis. Ce sont les besoins du tourisme international. Ils ne répondent absolument pas aux attentes du tourisme des nationaux. Et donc, il y a là un deuxième problème pour essayer de faire ce tourisme de proximité, ne serait-ce que pour relancer la machine dans un premier temps. Je crois que ce sont les trois choses qui sont revenues. S'il y a autre chose, je peux réagir encore. Merci, Mohamed. Juste par rapport finalement à ce que vous dites pour continuer et relancer un peu le débat, finalement, on a deux enjeux là que vous commencez à dessiner. Il y a celui de la gouvernance et notamment du rôle des acteurs publics par rapport à l'aménagement du territoire et fédéré, alors que ça soit dans un cas, je pense pour l'Occitanie, ça vaut aussi entre la partie du littoral et l'arrière-pays. Ça vaut aussi sur d'autres territoires. Donc, le rôle, encore une fois, de ces acteurs publics est fondamental si on veut aller vers la transition que vous évoquez. Donc, ça méritera, le moment venu, de quand même se poser sur cette question afin que chacun puisse travailler de façon collective, premier élément. Et deuxième élément, vous l'avez réévoqué à nouveau, Mohamed notamment indirectement là, à travers vos propos, de dire que finalement, les nationaux, les habitants, suivant le cas, sont utilisés plus comme des clients d'abord, avant d'être utilisés, en tout cas pensés comme des acteurs de la stratégie locale, touristique. Et comment vous appréhendez finalement ces deux questions-là au regard finalement des pistes qui doivent être devant nous? Parce que comme je le disais en introduction, l'objet aussi de nos web séminaires, c'est de pouvoir éclairer nos partenaires et l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante de l'économie touristique, de vers quoi il faut se diriger là pour commencer à amorcer les choses. Donc peut-être l'un et l'autre autour de ça, et après on prendra peut-être encore une dernière question avant de conclure. Oui, tu parles, Pierre? Tu y vas? Comme tu veux. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, allez, j'y vais. Peut-être, pardon, Pierre, avant juste l'introduction, peut-être lancer le sondage sur les habitants de telle sorte que les participants puissent s'exprimer là-dessus. Oui. Pendant que tu lances le sondage, j'en profite. On n'aura pas le temps vu l'heure, mais je voudrais quand même me féliciter de la qualité et du nombre et de la qualité des questions qui sont posées. Il faudrait que nous passions 2 à 3 jours ensemble pour pouvoir y répondre, parce qu'il y a des questions qui demandent des approfondissements, mais qui sont, je dirais, qui montrent que déjà, on voit bien qu'il y a de la ressource pour trouver des solutions et pour innover. Parce qu'à mon avis, derrière les questions, il y a des niveaux de réflexion qui vont permettre de trouver des solutions. Donc, je m'en félicite de ce point-là. Alors, sur la question, on va dire sur la question de la proximité, si on redéfinit un petit peu qui sont je dirais les touristes de demain dans nos zones. Donc, il va y avoir le très court terme avec l'après-Covid. Je pense que sans être grande devin, effectivement, on va avoir une clientèle de proximité qui va se déplacer massivement cet été, et moins de clientèle lointaine qui vont venir sur les destinations. Voilà, ça sera peut-être national ou pas. Alors, ce que je pense, moi, le premier enseignement, si vous vous souvenez, la crise de 2008 économique,
on a eu une partie de la clientèle qui, pour des raisons financières, n'est plus partie à l'international et est restée sur le territoire français. Et si vous vous rappelez, tous les professionnels, et tant mieux, et dans mes propos, il n'y a aucun jugement, c'est juste pour qu'on essaye de tirer des enseignements. Tout le monde s'est félicité de l'année 2009 et de l'année 2010 en tourisme, avec des chiffres plutôt intéressants. Par contre, ce que l'on a fait, c'est que l'on a essentiellement proposé à ces nouveaux clients la même offre que l'ancienne clientèle avant la crise de 2008. Donc, on n'a pas travaillé l'offre pour répondre correctement. Et là, je parle sur les grandes masses. Je ne suis pas en train de cibler tel ou tel projet. Et qu'est-ce qui s'est passé dès 2011 quand on est un peu sorti, certains ont sorti la tête de l'eau économiquement parlant? Eh bien, ils ont de nouveau délaissé notre territoire, alors que là, j'allais dire, il y avait de quoi pêcher des nouveaux touristes. Donc, faisons attention avec l'après-Covid de ne pas répondre je veux dire, par défaut, comme le disait Mohamed, et qu'on ne prépare pas le tourisme de demain qui sera fait aussi de touristes de proximité et d'autres touristes. Et va se poser la question, est-ce que demain, on va avoir des points de bascule et des points de discussion entre le tourisme de proximité, espace de loisirs, et j'en profite pour répondre à une des questions qui était de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas initier du déplacement à la demi-journée, etc., pour des clientèles de proximité qui aura une résonance positive, climatique, etc. Il va falloir se poser la question, c'est-à-dire que le tourisme facteur de développement, c'est malgré tout, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le cycle, quand le touriste séjourne. Ça veut dire qu'il séjourne et qu'il devient un acteur et qu'il devient un consommateur sur le territoire, un consommateur social, un consommateur économique, un consommateur environnemental. Et que ces allers-retours, peut-être un peu rapides à la demi-journée, etc., qui seront une réponse quantitative en termes de touristes, qui vont peut-être générer un certain nombre de recettes, seront-ils la bonne réponse en matière de développement territorial? Là, j'en suis moins sûr. Donc, la seule chose que je dis, et je termine là-dessus, si on s'oriente vers ce type de choix, qui sera peut-être d'ailleurs un des rares choix possibles, ça veut dire qu'il va falloir considérer que l'activité touristique sera, aussi importante soit-elle sur les territoires, sera moins importante en termes de développement, et on aura une nécessité à redéployer les autres secteurs d'activité tels que l'agriculture ou l'artisanat. Et profitons-en aujourd'hui, puisqu'on voit qu'une agriculture de qualité, et peut-être que le Covid a montré que des gens redécouvraient des produits de qualité, et c'est dans la complémentarité des activités que l'on pourra sans doute à la fois sortir de la crise, inscrire le tourisme dans une approche territoriale de développement et peut-être contrecarrer le miroir aux alouettes que pourrait être du tourisme de proximité qui serait avant tout du nombre plus que du développement pour les territoires. Voilà. Ça, ce sont des hypothèses sur lesquelles il va falloir travailler, mais attention voilà, à une réponse trop rapide et trop immédiate. Le système est complexe. Mohamed? Oui, alors moi, je voudrais revenir, d'ailleurs ça a été l'une de tes questions, revenir justement à cette demande d'intérieur, l'habitant, le local, etc., le tourisme de proximité, etc., pour souligner une sorte disons, de distorsion entre le produit qui existe en ce moment, qui fonctionne le plus, qui est, disons, le produit résultat des politiques publiques, et le client, qu'il soit international ou national. Le produit qui a été imaginé, c'est un produit destiné au tourisme international essentiellement. Parce que pendant longtemps, et lorsque le Maroc est rentré sur le marché du tourisme international, sa cible principale, c'est la clientèle internationale et plus particulièrement la clientèle européenne. Je me rappelle à l'époque où il y a eu l'une des premières crises, je crois que c'était au début des années 90, à l'occasion de la guerre du Golfe, lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, je crois en 90 ou 91. C'était la première crise sérieuse, même si ça se passait à des milliers de kilomètres du Maroc.
les réservations, etc. Tout a été annulé, plus personne ne voulait venir au Maroc. Et à ce moment-là, les hôteliers, en particulier justement les hôteliers de Marrakech, ont découvert qu'il fallait chercher cette clientèle qui existait déjà, mais qu'on n'a jamais voulu reconnaître. Et du coup, ils se sont rendus compte que cette arrivée massive de ces clients ne correspondait pas du tout à ce qu'ils avaient l'habitude. Par exemple, ils avaient l'habitude de recevoir un tourisme individuel ou un tourisme en couple. Là, ils reçoivent la famille entière, et cette famille entière va s'installer, et il y a les lits qui changent de chambre, les serviettes qui changent de chambre, c'est-à-dire que les gens se sont appropriés les lieux pour vivre à leur manière à l'hôtel. Et je me rappelle, à cette époque, les hôteliers étaient tellement impressionnés par cette découverte qu'il y a des architectes à l'époque qui ont commencé à imaginer des plans d'hôtels, en fait avec deux plans. Un plan qui est destiné au tourisme international, et puis un deuxième plan qui restait dans le tiroir. Et ce plan-là consistait juste en démolissant quelques cloisons entre des chambres, refaire des petits appartements pour que des familles entières puissent passer des vacances. Je donne ce petit exemple un peu caricatural pour montrer que si on veut vraiment travailler sur le tourisme de proximité au Maroc, il va falloir imaginer des équipements et des hébergements et des installations qui répondent à d'autres motivations et à d'autres recherches à notre tourisme. Ça, c'est la première question. Le deuxième point, c'est la question des acteurs publics et de cette dichotomie entre arrière-pays et littoral, etc. À mon avis, l'essentiel de ce qu'il faut faire, ce que devrait faire, et ils sont conscients de ça, ils y travaillent, on travaille beaucoup maintenant parce qu'on a intériorisé l'idée d'un développement territorial. Hein, on considère le territoire, etc. Même si jusqu'à maintenant c'est un peu juste sur le papier, mais l'idée fait son chemin. Il y a un travail de connexion entre des destinations touristiques qui sont chacune à ses ressources, chacune à ses acteurs, mais qui se tournent complètement le dos et qui fonctionnent de façon isolée. Or, je vous ai montré tout à l'heure une carte, je vais la retrouver rapidement, excusez-moi, c'est celle-ci, où, non, pas celle-ci, non, la précédente, l'autre, c'est celle-ci. Vous avez, encore une fois, deux produits distincts, chacun ayant sa clientèle, mais qui peuvent, s'ils étaient intégrés dans le même produit, mais de façon vraiment intégrée, qui pourrait avoir une force de frappe beaucoup plus importante que si chacun restait de son côté. Et donc là, il y a un travail il y a un travail à faire sur la gouvernance et sur les acteurs pour amener ces deux composantes à ne constituer qu'une seule composante qui serait encore plus riche que chacune séparément. Merci, Mohamed. Alors, je vais vous proposer qu'on arrive à la conclusion. Là, ça fait près d'une heure. Encore une fois, pour reprendre un peu des propos que vous avez évoqués, on a donc devant nous un certain nombre d'enjeux, les enjeux autour de la gouvernance, autour de l'organisation territoriale, de l'aménagement, des différents publics. Il y a des aspects que vous avez évoqués qui sont aussi finalement la question du tourisme au sens où on l'entendait, qui d'un point de vue industriel était de plus en plus développé dans un sens de tourisme dit de masse, hein, y compris dans notre pays, puisqu'on était à cette course de 80-90 millions potentiellement. On a une recherche demain peut-être plus de qualité, de cible par rapport
aux attentes. On voit qu'il y a les termes de voyage petit à petit qui commencent à revenir, de donner du sens au voyage. Et derrière aussi, il y a la question qui viendra forcément, et je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs touristiques là, qui sont devant nos écrans, de la mise aussi en adéquation entre ce que vous avez évoqué, la gouvernance, la place des habitants, etc., et la communication qui va aussi derrière, et il va falloir une mise en adéquation donc progressive. Je l'ai vu apparaître aussi dans certaines questions parfois, parce que les acteurs dits institutionnels ont un rôle sur les deux leviers et de la mise en cohérence par rapport à ces questions-là pour justement éviter et favoriser le tourisme dit nouveau qui pourrait naître au-delà de cette crise, puisque encore une fois, on savait qu'il y avait des évolutions structurelles qui se posaient pour la question touristique. Donc moi, ce que je souhaite en deux mots, c'est que l'un et l'autre, vous nous disiez pour vous quelles seraient les principales actions à engager pour les acteurs publics et privés touristiques pour aller vers cette mutation touristique. Tu y vas, Pierre? Comme tu veux. Allez, j'y vais. D'abord, donc, pour répondre à ta question, juste une petite parenthèse, parce que j'ai mes collègues sociologues qui m'interpellent sur la notion d'élite et de masse en me disant que c'est obsolète. Attention à ne pas confondre. Aujourd'hui, effectivement, en termes d'approche de clientèle, on ne parle plus d'élite et de masse. Moi, quand je parle d'élite et de masse, je parle de la structuration d'une destination touristique. Et c'est le process dans lequel il y a l'élite, comme ça me permet de le définir, puisqu'on me l'a demandé, c'est une minorité d'individus, et la masse, c'est le plus grand nombre. Et à l'intérieur de ça, donc on retrouve toutes les différenciations aujourd'hui sur lesquelles, effectivement, les collègues la travaillent. Donc les deux ne sont pas du tout incompatibles, antinomiques. Moi, je suis dans un process, et c'est là-dedans que j'évoque ces deux éléments. Alors, pour les réponses immédiates, moi je pense, et ça a été posé dans une des questions, j'ai pas de réponse à court terme. Si j'en avais une aujourd'hui, la priorité, c'est de commencer à réfléchir sur ces sites, sur ces destinations touristiques et d'une manière générale sur un territoire, y compris à l'échelle régionale. Qu'est-ce qu'on veut politiquement faire avec le tourisme? Il me semble qu'il n'y a pas plein de solutions. La seule solution que je vois et qui va ensuite permettre d'aller vers de l'opérationnel, et là les acteurs sont suffisamment, j'allais dire, formés pour ça et riches d'idées, il faut qu'on pense que demain, il me semble, sur les sites touristiques, si on veut régler une approche sociale, économique et environnementale, on ne peut plus considérer que l'accès aux sites touristiques est libre. Voilà, on ne peut plus dire un touriste, quand il veut venir quelque part, il y vient. Il va falloir que demain, on soit capable de réguler des flux. Et au même titre, je prends souvent cet exemple que par moment, quand je vais acheter une voiture, bien, le constructeur me dit « Ok, vous pouvez l'acheter, mais elle sera disponible dans 3 mois parce que notre chaîne de production ne peut pas faire mieux. » Eh bien, il faudrait être capable de dire sur un site touristique « Ok, évidemment que l'on va vous accueillir, mais pas maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de produire pour pouvoir vous accueillir dans des bonnes conditions, sauf à perturber l'équilibre social, sauf à perturber, à déréguler l'économie du territoire et sauf à trop tirer sur les ressources. Voilà. Et c'est aussi grâce à ça que l'on pourra donner de la valeur à des territoires, parce que le jour où j'aurai l'occasion d'accéder à ce site, eh bien, je me sentirai un privilégié, et c'est ma fameuse élite dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est mon premier enseignement. Deuxième enseignement, il faut, et c'était une question qui a été posée, effectivement, je crois qu'un des grands enjeux, il faut que demain, l'apprentissage pour un autre tourisme, pour ce tourisme durable, on va l'appeler comme ça, soit un apprentissage que l'on puisse enseigner aux enfants quasiment dès la maternelle. Parce que être un touriste dans un autre schéma que celui de notre monde dans lequel on vit, savoir qu'il faut, quand on arrive sur un territoire, il y a des habitants et que des habitants, ben, ça se respecte. C'est pas que les gens soient impolis, mais ça se respecte. On a il y a des usages. Savoir que quand on prend sa douche, ben, on ponctionne de l'eau sur un territoire, etc. On doit apprendre à être un touriste responsable. Et aujourd'hui, c'est trop compliqué pour que ça soit inné ou je ne sais trop quoi chez les individus. Donc, éducation d'un côté, gestion des flux avec une limitation des flux et faire en sorte, comme le font d'ailleurs certains, les Américains,
que la limitation des flux devienne un élément de valorisation de l'offre touristique, alors qu'aujourd'hui, on la considère comme un élément de dévalorisation. Donc, il y a inversé le process. Voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est juste ces deux enseignements sur lesquels on peut travailler. La gestion des flux, pourquoi pas ne tenter des opérations dès cet été? Merci Pierre. Mohamed, pour un mot de conclusion sur, Oui. on va dire, voilà, encore une fois, les axes prioritaires qui nous semblent Moi, je trouve que, mis à part l'histoire du Covid-19, etc., nous sommes dans une phase on est à la croisée des chemins. Il y a des choses qui se préparent, en particulier ce que j'ai appelé tout à l'heure le nouveau tourisme, qu'on le veuille ou non, il avance. C'est-à-dire qu'il y a des changements structurels dans la demande. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que le fait que dans des régions qui n'ont jamais été programmées par les politiques publiques, les gens ont répondu à cette demande nouvelle de façon aussi spontanée que cette demande elle-même, qui est sortie des chemins battus. Et moi, je trouve ces deux éléments fondamentaux qui font qu'il est absolument nécessaire de profiter de ces changements pour changer de modèle, parce que le modèle sur lequel on a fonctionné jusqu'à maintenant est complètement dépassé. Il va falloir revoir ce modèle, et moi je pense que là, la puissance publique, mais aussi les CRT, chez nous aussi nous avons des CRT, mais aussi les professionnels, mais pas seulement. Il faut absolument qu'on arrête de considérer le tourisme comme un secteur économique. C'est plutôt une activité transversale à tous les secteurs. Et donc, il faut que tout ce monde-là essaye de revoir ce modèle en travaillant sur trois ou quatre éléments. D'abord, prendre en considération la demande interne, qui est très importante. Jusqu'à maintenant, on l'a nié. Il y a eu des études, des recherches, des thèses dans l'université française qui ont défendu l'idée que des pays du Sud ne pourront jamais initier une demande interne. Parce que pour cela, il faut être une société industrielle, une société de consommation, etc., etc., etc. Ce qui est faux. Donc, travailler sur cette demande en essayant de ne pas la considérer toujours comme une demande de substitution. Deuxième chose, essayer de travailler sur ces petites destinations qui sont en train d'émerger pour essayer de les cadrer et de les appuyer et de les aider, notamment sur le plan financier et sur le plan de la gouvernance. Et puis, tenir compte d'un troisième élément. On n'en a pas parlé pendant toute cette heure, c'est les changements climatiques. C'est fondamental ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous sommes encore en train d'aménager des stations balnéaires pieds dans l'eau, alors que tous les experts des changements climatiques nous disent que le trait de côte est en train de reculer à cause de la montée de l'eau. Donc, on ne tient pas compte de tout cela. À mon avis, il va falloir tenir compte de tous ces nouveaux éléments pour essayer de revoir ce modèle. Donc, moi, je me place au niveau de la conception et de la gouvernance politique, de la volonté politique, pour changer de cap et profiter de tous ces changements-là pour les accompagner et imaginer un nouveau modèle touristique pour les pays méditerranéens. Merci Mohamed. Donc, alors on va arriver à la conclusion. Avant peut-être de conclure, est-ce qu'on a les résultats du sondage là, donc sur le rôle des habitants? Et pendant qu'on a, alors donc oui, bah, là c'est assez éloquent. 98%, donc accordez-vous de l'importance aux échanges entre les populations locales et les touristes, 90% de oui et 2% de non. Donc, bon, là, c'est un plébiscite. Évidemment, ça pose derrière les questions de comment le mettre en œuvre. Parce qu'évidemment, vous l'avez évoqué tous les deux
à travers cette crise, d'un seul coup, on redécouvre le tourisme de proximité avec ces 100 km définis au niveau du territoire national. Mais au-delà de ça, ça veut dire comment on va inclure les habitants demain pour que véritablement ils soient force de proposition, de construction, y compris la stratégie touristique, vous l'avez évoqué, à travers le rôle, Mohamed, du rôle des acteurs publics dans ce cadre-là. Donc, évidemment, plusieurs pistes. Alors, merci bien sûr à tous les deux de vos interventions. Ces webinaires donc, sont disponibles en replay après sur le site pro du CRT, où vous retrouverez aussi donc, les prochains. Évidemment, vous avez certainement posé, vous tous, un certain nombre de questions auxquelles on essaiera soit de répondre, soit Pierre et Mohamed, vous avez les questions, donc potentiellement pour les uns et les autres d'apporter des réponses. Évidemment, le format fait qu'on, comme le disait Pierre, on aurait pu rester 2 jours ensemble. Alors, je sais bien qu'on est encore tous confinés, mais on a quand même malgré tout tous un certain nombre d'activités. En tout cas, merci vraiment pour votre participation très active au regard des nombreuses questions. Comme le disait Mohamed, il y a d'autres sujets qui seront traités, tels que le tourisme durable, puisqu'on mène une enquête au niveau régional de l'Occitanie, et ça fera l'objet d'un webinaire du rendu de cette enquête sur la question du tourisme durable. Pour ce qui est des têtes chercheuses, on aura un prochain sujet qui portera notamment justement sur la question des enjeux et de la valorisation des ressources, et en tout cas le lien entre ressources agricoles et alimentaires et tourisme. Pierre l'a un peu esquissé tout à l'heure aussi sur cette question de l'attractivité touristique que peut avoir l'agroalimentaire sur un territoire. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes ces dates sur le site pro du CRT dans Se Former, puisque on a à la fois des ateliers et des formations qui sont dédiées spécifiquement aux offices de tourisme, et là des webinaires qu'on a souhaité ouverts au plus grand nombre. Voilà, dans cette période où tout le monde est un petit peu en train de réfléchir à ce que peut être le tourisme, non pas de demain, puisque encore une fois, ces aspects structurels de mutation du tourisme, Mohamed et Pierre, vous l'avez évoqué, avaient commencé bien avant la question du Covid. Peut-être est-il un accélérateur de particules, on va dire, de ces éléments. En tout cas, merci encore une fois de vos propos à tous. Et puis, on vous souhaite nombreux donc, sur nos prochains partages. Et puis, suivez les travaux des universités avec qui nous sommes en contact régulier tout au long de l'année. Et Dieu sait que sur le territoire de l'Occitanie, nombreux sont les chercheurs à travailler là-dessus, et avec justement des éclairages qui nous permettront d'aller vers des pistes de réflexion qui seront importantes et d'actions importantes pour un nouveau tourisme. Voilà, merci à tous. Une petite question technique. Bien sûr. Où est-ce on a vu défiler les questions qui sont très intéressantes. Où est-ce qu'on peut les avoir? Où est-ce qu'on peut les recevoir? Elles sont enregistrées? Elles seront disponibles pour tous les deux. Vous pourrez les avoir. J'ai vu aussi des personnes souhaitaient aussi avoir les questions. On regardera techniquement comment on peut faire pour les diffuser. Quoi. Merci. Merci à vous tous. Et puis, bonne fin de journée, et restez prudents encore jusqu'au 11 mai dans le cadre du confinement pour votre santé. Merci à vous. Merci à tous et bonne continuation. Merci.